Salut les moustachus et les moustachettes, on a juste un petit message pour vous avant que ce dernier épisode commence. On va tourner une FAQ pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur ce tour des plus beaux villages de France, comme par exemple l'organisation, le côté sportif, l'aspect photo, vidéo, et surtout des questions qui peuvent être plus personnelles, comme par exemple qui a les plus petits mollets parmi nous trois. Jérémy. C'est pas trop cool ça mec. Mec, surtout oublie pas de leur dire pour les commentaires, l'abonnement et les likes, tout ça, ok? Ouais. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen, et que vous aimez bien sûr le travail qu'on fait, le meilleur moyen, c'est de mettre un j'aime sous cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vadrouilles à venir. Attends, parce que là, t'as pas parlé de la surprise, je crois. Et ça, il manque de la surprise. Ok, oui, c'est vrai. Hyper important. Si vous ne voulez pas louper la surprise qu'on a concoctée juste pour vous, restez jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous assure que ça vaut le coup. Bon visionnage. C'est l'histoire de trois potes qui savent à peine pédaler, mais qui décident de faire un tour de France à vélo et de partir à la conquête de 20 des plus beaux villages de France, à travers 6 régions différentes. Armés de leurs plus beaux bérets et de leurs plus belles moustaches, ils ont pour but de découvrir leur pays à travers son patrimoine et ses traditions. Ces trois moustachus ont pour nom Jérémy, Kevin et Hugo. Voici leur histoire. Je vais retrouver ta... Nous commençons à voir le bout de cette aventure et de ce Tour de France. Nous nous dirigeons aujourd'hui tout proche de Saint-Jean-d'Angély, et ça avec une petite idée derrière la tête. Nous ne pouvons pas rentrer à Bordeaux sans avoir passé une vraie soirée en mode camping sauvage avec un bon gueuleton. Alors on a une mission, il faut arriver sur place avant la nuit tombée si on veut pouvoir installer le campement et préparer le repas. On se met en position cycliste de course et on fait chauffer les cuisses. Mais qui dit gueuleton, dit côte de bœuf, alors on s'arrête au supermarché pour prendre tout ce qu'il nous faut pour ce soir et on fait les gourmands. Voici le pack débutant des nécessaires d'un bon repas de camping sauvage pour les moustachus en vadrouille. On ne va pas avoir à chercher trop loin dans les bois pour trouver le spot parfait pour planter les tentes. Et comme vous pouvez le voir, chaque moustachu a sa technique d'approche à l'état sauvage. On a le bourrin, Kevin bien sûr, et le stratège qui n'a pas le choix de par son gabarit, Hugo. On part à la recherche d'une parcelle assez dégagée, histoire de ne pas avoir les fesses qui piquent par les ronces dans la nuit. Et au final, c'est tout proche de la rivière que nous trouvons notre bonheur. Kevin fait pipi pour éloigner les sangliers qui voudraient dormir avec un beau moussachu ce soir. Et c'est parti, on commence à avoir l'habitude. Chacun installe sa petite maison en toile. Et c'est toujours un rituel bien particulier, avec un gage, pour celui qui termine en dernier, sentir les chaussettes sales qu'a porté Kevin toute la journée. Et je peux vous dire que c'est une bonne source de motivation.
On se sent vraiment bien ici, il y a une atmosphère toute particulière et je sens qu'on va passer une très bonne soirée. Que demander de plus? Nous avons même de quoi prendre une douche ce soir, histoire d'être beaux comme des camions pour le repas. Il n'en faut pas beaucoup à Hugo pour qu'il redevienne enfant et qu'il soit le plus heureux des hommes. Donnez-lui une rivière et un coucher de soleil et vous faites tout son bonheur. Bon, assez rigolé, on passe maintenant aux choses sérieuses, la préparation du gueuleton, et le plus important, c'est le pinard bien sûr. Il faut qu'il soit bien frais pour ce soir, alors on met la bouteille à la mer entre deux cailloux. Vient ensuite la préparation du feu de camp pour faire cuire la côte de bœuf et les poivrons. Les cailloux vont permettre de ne pas mettre le feu à toute la forêt et le bois va vous permettre tout simplement d'allumer votre feu, ce qui est logique. Avant ça, il faut trouver le bois et on a de la chance, ce n'est pas ce qui manque par ici. Tu vois le bois? Oui, il est hyper sec. Donc ça va être nickel pour ce soir. Mais attendez. Vous avez vu ça vous aussi? C'est incroyable, c'est la première et peut-être la dernière fois que vous verrez le cuistot du groupe préparer le repas. C'est que cette soirée risque vraiment d'être exceptionnelle. Le soleil nous souhaite une bonne soirée et va se coucher. Ça va être maintenant au tour du feu de camp d'entrer en scène et d'éclairer les moustachus en vadrouille. Ça, c'est le bruit du top départ de ce gueuleton que vous venez d'entendre. Le feu crépite, les poivrons sont en train de dorer dans la gamelle et la côte de bœuf, munie de son gros sel, se prépare, elle, à entrer en piste. Il ne manque plus qu'un bon verre de vin jaune du Jura de la cuvée Valentin, le fils du vigneron Jean-Claude Crédoz, qui nous a gentiment offert cette bouteille et que nous avons rencontré lors de notre passage à Château-Chalon. On trinque et la dégustation peut commencer. Bizarrement, d'un coup, plus personne ne parle. On est comme mélancolique autour de ce feu ce soir et c'est normal, nous commençons à distinguer la fin de cette aventure à travers la France, cette aventure d'une vie et qui s'apprête à prendre fin. Tous nos meilleurs et nos pires souvenirs se bousculent dans nos têtes. Nos rencontres inoubliables, nos moments de souffrance, nos joies, nos découvertes et tout ce que notre belle France nous a prouvé à travers cela. Et comment mieux commencer cette journée que par Kevin qui nous rabat le caquet en nous prouvant qu'il peut traverser la rivière avec son VTT tout pourri et ça sans se casser la gueule. Oh le bâtard, je suis Oh bah là où j'aurai ma gueule. On est tout excités, on part direction notre dernier plus beau village de France aujourd'hui, Opter-sur-Dronne, tout proche de chez nous, en Charente. Sur la route, on vadrouille entre les vignes de Cognac et on tombe sur un vigneron au grand cœur qui stoppe son travail pour remplir nos gourdes et en plus de ça, pour nous offrir une vieille bouteille de son grand-père qu'il est allé chercher dans la cave juste pour nous. Et en arrivant au village, on a à peine le temps de poser nos vélos que nous sommes déjà attablés au bar à vin d'Opter, entourés de nos invités, le maire du village, des habitants chaleureux venus pour nous accueillir et notre hôte de ce soir, Xavier Maffre, qui fait un métier passionnant et dont on reparlera un peu plus tard dans cet épisode, ne vous inquiétez pas. Et si vous cherchez bien d'ailleurs, vous trouverez peut-être cet article de Charente Libre sur notre arrivée au village où on peut y voir nos têtes de cadavres pleines de transpiration. On peut dire qu'on s'attendait pas du tout à être pris en photo. Cela aura été une petite nuit pour les moustachus en vadrouille qui ont apparemment beaucoup apprécié ce charmant bar à vin.
Nous avons rendez-vous ce matin pour la visite d'un monument et d'un symbole du village d'Opter-sur-Dronne, son église monolithe. Cette magnifique église souterraine est creusée au XIIe siècle, sur 30 mètres de long et surtout sur 18 mètres de hauteur. C'est la plus haute du genre en Europe. Les constructeurs se sont introduits grâce à une cavité naturelle en flanc de colline. Ils ont creusé du haut pour arriver tout en bas. Une technique très innovante pour l'époque. On reste bouche bée devant ce travail titanesque qui nous paraît pourtant inimaginable, surtout avec les moyens qui étaient à disposition 9 siècles plus tôt. Dans la partie nord de l'église monolithe se trouve une réplique du tombeau du Christ, qui devait sûrement abriter une relique, comme peut-être un morceau de la croix. Nous pouvons aussi voir une nécropole de 180 sarcophages au sud de l'église et qui s'adressait aux personnes qui fréquentaient l'église et voulant se reposer au plus près du Christ. Et si je sais tout ça sur l'église monolithe, ce n'est pas grâce à ma culture générale, mais plutôt grâce à Dominique, une optérienne de cœur et guide de l'Office de tourisme Sud-Charente, que nous avons eu la chance et le plaisir d'avoir pour nous tout seuls ce matin. Et oui, alors les archéologues mettent un petit bémol, ils disent que peut-être que l'avant, le chœur et la nef très vite menacent de s'effondrer. La lumière qui se faufile entre les labyrinthes de pierre est parfaite pour des portraits où Jérém joue avec son ombre qui lui cherche des noises. Une fois la visite terminée, on quitte Dominique et on part à la visite de notre dernier village phare de la région Nouvelle-Aquitaine, Opter-sur-Dronne en Charente. Les rues sont animées ce matin. Ça nous change de voir autant de monde et c'est normal. Le village attire beaucoup de touristes à la saison estivale et ce n'est pas un hasard. En plus de ces belles maisons aux toitures enchevêtrées, le village regorge de vestiges de la période médiévale, comme par exemple la collégiale Saint-Jacques vers laquelle on se dirige en remontant le village à pied. Et surtout, ne marchez pas trop vite sur la route si vous voulez profiter du viewpoint qui offre une vue imprenable sur tout le village, le château d'Opter et la Dronne loin. Cette chapelle et couvent témoignent de l'importance du passé religieux du village qui fut fréquenté par les pèlerins de Compostelle. Et en arrivant, vous tombez face à ce monumental portail sculpté de figures religieuses. On continue la visite et on redescend ensuite sur les bas du village direction la Dronne jusqu'à tomber sur une pépinière. Et même si Kevin a mangé tout les pissenlits de la pépinière, notre ventre commence à crier famine. Et ça tombe bien, parce qu'on est invité pour un gros pique-nique ce midi et pas n'importe qui. Ce sont nos papas et mamans qui nous ont fait la surprise de venir nous voir à notre dernier plus beau village de France. Et on a beaucoup de choses à se dire, et ça fait un bien fou de revoir la famille après tout ce temps passé sur la route. Kevin est même tout fier de montrer à quel point il a migré à son père, qui est, comme vous pouvez le voir, très impressionné par cette transformation physique digne de Arnold Schwarzenegger. Et vous connaissez les mamans, on a été gavés comme des oies. Et on n'a même pas le temps de faire une petite sieste, nous avons un gros programme pour aujourd'hui. C'est avec Charles Audouin, maire d'Opter-sur-Dronne, que nous avons rendez-vous sur la terrasse de l'Office de tourisme. Charles veut nous parler de l'histoire de son village. Ce village voit le jour à la fin du Xe siècle en tant que vicomté au comté d'Angoulême et Grand-Duché d'Aquitaine. Ce village est particulier pour sa construction en amphithéâtre au-dessus de la Dronne sur 70 mètres de dénivelé où s'accrochent des maisons de pierre blanche. Et au sommet de celui-ci, il domine son château qui fut en partie démoli. Nous commençons à marcher dans les petites rues qui serpentent ce village, comme la rue Pierre Véry, du nom de l'écrivain et scénariste de romans. Hugo lutte pour ne pas s'écrouler de fatigue en plein milieu de la rue. Pourtant, on n'a pas de quoi s'ennuyer avec Charles, qui enchaîne les anecdotes historiques sur le village, et ce n'est pas pour rien. Ce monsieur est l'ancien président de l'Office de tourisme. Les passionnés d'histoire que nous sommes sont comme des enfants. On écoute attentivement l'histoire d'Opter-sur-Dronne durant la guerre de Cent Ans, les guerres de religion en 1562, ou même de l'histoire de Ludovic Tarieux, optérien fondateur de la Ligue française des droits de l'homme et du citoyen. Nous terminons la visite dans une chapelle, et ce n'est en fait pas la première fois que nous sommes si agréablement surpris de voir un élu aussi proche de l'histoire et des traditions de son village. Nous avons un dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Oui, cela aura été une journée gâtée rencontre.
c'est avec notre hôte Xavier Maffre, potier céramiste, qui a eu la gentillesse avec sa femme d'accueillir chez eux 3 moustachus un peu encombrants et qui ne sentent pas très bien. Et son chez lui, c'est aussi cet atelier et cette boutique au charme authentique et naturel. Xavier Maffre, céramiste potier depuis maintenant 30 ans, à Opter-sur-Dronne, petit village magnifique. Mon atelier est installé dans une ancienne ferme. J'ai pu acquérir ce bien et le transformer en atelier de potier. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler l'argile avec mes mains. De créer des objets utilitaires, des objets du quotidien. Et j'aime bien l'idée de faire des objets qui vont accompagner les gens et l'idée de travailler de l'art au quotidien, on pourrait dire. Donc avoir un bol le matin dans lequel on est bien quand on prend son café ou son petit déjeuner. Donc je travaille un peu dans cet esprit-là. J'ai découvert mon métier chez un autre potier, un potier traditionnel en Dordogne, qui cuisait notamment en four à bois. Donc j'ai pu découvrir cette technique traditionnelle. Et moi, ce qui m'a surpris, c'était de voir les pièces qu'on mettait dans le four qui n'étaient pas cuites et qu'on les sortait, elles avaient subi vraiment une transformation importante. Et c'était vraiment quelque chose pour moi d'extraordinaire. Et donc j'ai voulu recommencer l'opération. Pour faire cuire des objets dans le four, il fallait les fabriquer. Donc j'ai commencé à fabriquer des bols, des assiettes, à les mettre dans un four et à cuire pour voir ce qui se passait. Et depuis, je ne cesse de recommencer l'opération. Encore et encore, et toujours à la recherche de matière, de couleurs, de textures. Et j'essaye de faire des objets qui me plaisent et qui peuvent plaire aux autres. À chaque fois, c'est la même chose. Nous sommes si heureux de tomber sur des profils aussi atypiques que Xavier Maffre. Un homme qui a changé de voie professionnelle par concours de circonstances. Il n'a pas commencé sa vie en tant que potier, mais il aura fallu d'une rencontre pour que son destin bascule. Pour l'interview à Opter-sur-Dronne, nous avons rendez-vous avec quelqu'un qui se lève très tôt et qui nous a donné rendez-vous à 5h30 pétante. Alors on a réveillé Hugo à grands coups de casserole dans les oreilles et ça se voit à son visage. Comme vous pouvez le voir, c'est avec l'interview d'un boucher charcutier que nous clôturons ce tour des plus beaux villages de France. Alors je vous mets dans le contexte. Il est 5h du mat, il fait nuit, il n'y a pas un chat dans les rues. On entre dans une boucherie et tombons face à un grand gaillard d'1m80 qui nous emmène dans sa cave en boitant avec un tablier plein de sang. Tout était réuni pour faire le parfait remake d'Halloween avec Michael Myers. Les moustachus voient leur vie défiler et font leurs prières, mais en fait pas du tout. Notre Michael Myers à nous, c'est Laurent Bocquier, un mec accueillant, souriant et surtout avec un humour démesuré. Vous connaissez notre petit rituel maintenant. Il aura fallu d'un expresso pour que l'ambiance passe d'un cauchemar à une matinée entre meilleurs copains. La fatigue, ça Laurent lui ne connaît pas. Le mec se lève à 4h tous les jours pour ouvrir la boucherie et tout préparer avant l'arrivée des clients. Le courant passe direct, on parle de tout et de rien et notre nouvel ami se confie facilement à nous tout en travaillant minutieusement. Il enchaîne les anecdotes hyper inspirantes et drôles et on vous a fait une petite sélection. Et on fait les saucisses avec ça. Moi je fais pas mal de visites d'école avec. Ah oui? Ah, j'aime bien les gamins. Des fois ça leur fait peur, mais Ouais. mais il y en a qui ne me font pas peur, je peux le toucher. Ouais, j'ai un rythme d'affûtage. C'est tout con, mais c'est le rythme que j'aime bien, ça chante. Et souvent, je dansais avec mon gamin. J'avais des profs qui disaient ouais, tu finiras sous les ponts. Que je pêchais, je braconnais, tu finiras sous les ponts et tu réussiras pas dans la vie. Ouais, je suis rendu, le pont est toujours là et je suis rendu là. Et je suis tombé là-dedans par hasard parce qu'il y avait un boucher dans le village qui cherchait un apprenti. En fin de compte, moi j'y vais, j'en ai marre de l'école, j'y vais. Bon, faut pas parler comme les anciens. Ah ouais, mais avant. Ouais, oui. Mais avant c'était bien mieux. On discute tellement comme de vraies pipelettes que nous ne voyons même pas le temps passer. Le soleil se lève, ce qui annonce l'arrivée imminente des premiers clients. Alors Laurent ouvre la boutique et tire les rideaux. Le spectacle peut enfin commencer. On va dire les tapis rouges pour les clients. Ah. Je m'appelle Laurent Bocquier, un petit enfant du village. Je me suis installé à Opter il y a une dizaine d'années. Je suis content et fier d'être là, dans un beau village. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, dans le village d'à côté, à Saint-Séverin, à 9 km de là.
Et après, j'ai bourlingué un petit peu. J'ai fait quelques années dans le camp de surface pour vraiment voir la mauvaise qualité qu'il pouvait avoir, ou la bonne technique de travail, on va dire. Et après, on a décidé de s'installer donc il y a 10 ans. La fameuse saucisse charentaise. Ouais, la fameuse. Voilà, on met du pinot et de l'échalote, c'est pur porc. Pour la petite anecdote de la saucisse charentaise, avant on l'appelait la saucisse paysanne. Et les gens n'en voulaient pas, ils avaient l'impression que ça allait sentir le fumier. Et le jour où j'ai changé le nom, je l'ai appelé saucisse charentaise. Et là, tout le monde en veut. C'est 4h30 du matin embauché, on va dire la journée type du mardi. On met les boudins à cuire, les têtes et tout. Je monte le rayon, on va dire pendant 1h30, 2h. On attaque après les fabrications de saucisses, charcuterie. Et typique vers 11h, on prépare les boudins, on les remet en boyau, on remet à cuire. Et après, la typique, c'est on affiche boudin chaud à 16h. Et là, les gens viennent à 16h pour acheter du boudin chaud, du petit charcutier. Le soir, on va dire, je range le rayon, et puis on débauche à 20h. Et à la saison type, on fait des petits marchés nocturnes de 20h à minuit et 1h du matin. Ça fait des grosses. Ça fait des bonnes journées. Le mois d'août, c'est vraiment, on va dire, 3 semaines très très intenses. On va dire, la population est quadruplée, voire plus. Ouais. Le mois d'août, c'est le plus fort. On va dire le dimanche matin, on va dire, ça fait une journée, une matinée, on va dire entre 100 et grand maximum 200 clients dans la matinée. Choisis les bêtes, souvent chez des éleveurs du coin, sur un rayon de 30 km. L'éleveur m'appelle, dit voilà, j'ai une vache qui est à peu près bonne pour la boucherie, donc je veux voir la vache et je regarde si elle est assez grasse ou pas assez, et on se met après en entente sur un prix. Toujours, on négocie, avant on négociait en francs, maintenant on est rendu à faire en euros, mais ça va très vite en euros. Ouais. Donc il faut faire attention de ne pas sauter la tranche. Ouais. Et après, on fait affaire comme à l'ancienne, on se tape dans la main et la semaine ou les 15 jours suivants, on la rentre à l'abattoir. Et puis voilà, quoi. Et après 15 jours après, souvent je la découpe et je la mets en rayon. Si les éleveurs sont sympas, quand ils arrivent là, ils prennent un morceau de leur vache, et puis quand il y a du monde, ils sont fiers de dire c'est de notre vache. Souvent quand tu achètes une vache de ce paysan-là, on va dire la connaissance des 30 voisins d'à côté, ils disent j'ai fait une vache à la boucherie Docteur. Souvent ces 30 personnes connaissances viennent chercher de la viande parce que c'est de la vache de monsieur Intel. Ouais. C'est un avantage. Et plus beaucoup de bouchers font ça. Souvent maintenant ils passent par des marchands de bestiaux, ce qu'on appelle marchands de bestiaux, ils achètent tous les éleveurs et ils achètent des vaches un peu moins chères que moi bien sûr, parce qu'après il faut qu'ils revendent. Et puis voilà. Fierté, c'est que ce village très touristique et la récompense qu'on a, c'est quand les touristes mangent de notre charcuterie, ils disent on n'a jamais mangé, je vais revenir sur la saucisse, on n'a jamais mangé des aussi bonnes saucisses, aussi bons boudins. L'anecdote, le bar à vin, c'est des petits jeunes qui se sont installés là, en début de saison. Ils voulaient faire des petites planches de charcuterie. Ah ouais. Et c'est tout bête, mais ils voulaient mettre que du jambon, du chorizo, que de la charcuterie, on va dire sèche, haut de gamme. Et pour le pot de départ, je leur ai dit, écoutez, je vais vous donner du boudin. Vous mettrez du boudin sur vos planches et vous verrez. Non, le boudin, les gens n'aiment pas forcément le boudin comme ça. Il est froid avec de la moutarde, c'est excellent. Et je leur ai donné des poches de boudin. Je leur ai donné. Et maintenant, je fais la planche de charcuterie. Oh là, mais on sait que t'as pris ce bon boudin et tout. Même souvent, les gens connaissent pas le boudin froid. Et ils goûtent. Et voilà, c'est très bon. La saucisse charentaise encore, c'est une Marseillaise qui est arrivée en vacances ici et qui a goûté les charentaises. Et je lui ai dit, j'ai goûté, si vous voulez repartir avec, je peux faire des paquets sous vide, transporter avec du froid et puis faites goûter à vos voisins et puis vous verrez. Elle est partie la première année, elle est revenue 6 mois après, donc en février. Elle dit, je voudrais des saucisses charentaises, et j'en voudrais pas mal. Je dis, oui, ça veut dire quoi pas mal? On va commencer par 120. Oui, alors elle avait la liste pour Robert, 4 paquets de 4 charentaises, pour Ginette, tant, et elle avait ses glacières, et au fur et à mesure, elle mettait les colis pour les voisins. Et la dernière fois qu'elle est descendue, elle est partie avec 300 charentaises. Puis après, la fierté d'être là, vraiment les enfants du pays, ont créé, repris et développé l'entreprise. On a presque doublé le chiffre d'affaires de l'ancien. Bien changé. Il y a 50 ans, même un peu plus de 50 ans, avant, chaque boucher avait vraiment son abattoir. Il tuait lui-même ses bêtes. On a perdu
cette façon de faire. Entre le vrai boucher et ce que j'appelle les revendeurs de viande, il va acheter un morceau à l'abattoir, un morceau une cuisse, il va acheter un morceau de devant, il va pas acheter les vaches complètes. Ou même au pire, après c'est vraiment le dégât, il achète de la viande sous vide et après il coupe. Et là, moi j'appelle ça un revendeur de viande. Je dis, moi c'est pas un boucher. Il ne devrait pas avoir le droit de s'appeler boucher. C'est comme un boulanger qui achète du pain congelé et qui met dans le four. Ça ne devrait pas s'appeler boulanger. Moi j'achète les vaches entières, les cochons entiers, je peux pas dire à l'éleveur j'en veux qu'un petit morceau de votre vache. L'autre tu la laisses dans le trait et non, tu peux pas. Avec l'équipement qu'on a, on peut faire du bon boulot avec un minimum de temps. Je dis souvent, ce qu'on fait petit, on ne peut pas le faire gros. C'est-à-dire si moi je fais une petite quantité, mais si on va dire tous les 15 jours je fais 80 à 100 kg de boudin, si je veux passer au-dessus des 200 kg, si je veux faire 300 kg de boudin, les boudins n'auront pas ce même goût. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi je vois des bouchers qui s'agrandissent beaucoup, leur charcuterie ont beaucoup moins de goût que quand c'était petit. Donc après ils perdent de la clientèle parce qu'il y a quelques-uns qui disent sa charcuterie elle est plus bonne. C'est normal, on ne peut pas faire la même qualité en faisant petit que faisant gros. C'est pas possible. Quand je fais mes boudins, je mets on va dire 10 têtes de porc, je mets un peu de gorge, je mets un peu de poigne. Pour faire 100 kg, mais si tu veux faire 200, les gars ils vont pas se faire chier à mettre des têtes de porc parce qu'il faut les désosser après et tout. Donc là ils balancent que de la gorge, que du machin, et après ils hachent tout et puis en avance. Moi je coupe au couteau, voilà. L'habit ne fait pas le moine comme on dit. En arrivant ce matin, on ne se serait jamais douté tomber sur quelqu'un comme Laurent Bocquier. Quelqu'un qui vous donne le sourire, même après un réveil difficile à 5h du matin. Alors merci Laurent pour ton authenticité. Merci pour ton bagou, merci pour ta bonne humeur débordante et pour ton humour. Merci pour ton engagement vers ton terroir et surtout, merci de nous faire finir ce Tour de France par une si bonne note. C'est bon, nous quittons notre dernier plus beau village de France avec un vrai pincement au cœur. Ça nous fait tout bizarre, mais il ne faut pas se laisser aller, car il nous reste quand même 97 km jusqu'à Bordeaux avant la ligne d'arrivée. Comme vous avez pu le comprendre au titre de ce chapitre, rien ne va se passer comme prévu. C'est toujours quand on relâche son attention et quand on pense que tout est fini que ça part en cacahuète. Regardez ça, Kevin a crevé juste avant qu'on arrive à Bordeaux. Et là maintenant, on doit porter la roue jusqu'au prochain magasin de vélo pour voir ce qu'on peut faire. Parce que ces deux chambres à air ont explosé dans la roue. Et là, il faut savoir qu'on est à 50-55 km de Bordeaux, donc juste avant la ligne d'arrivée. C'est toujours dans les pires moments que ça arrive. Juste avant Bordeaux, Kevin. La chambre à air de secours a crevé aussi. Alors maintenant on se remballe la roue de Kevin pour essayer de trouver autre chose. À 50 km de la ligne d'arrivée. À 50 km de Bordeaux. Après 2 jantes éclatées, Kevin a dû aussi racheter un pneu. Parce que le pneu s'était barré aussi de la jante. Voilà Kevin, c'est ce qu'on appelle le karma. C'est mérité tout ça là Kevin. C'est Bordeaux. C'est votre amour. On y est. On l'a fait. Mais tout est bien qui finit bien. Ce n'était quand même pas un pneu qui allait gâcher notre arrivée à Bordeaux. Il y a 38 jours exactement, nous étions réunis au même endroit, juste ici, place des Quinconces de Bordeaux, et on n'aurait jamais pu imaginer, même un instant, tout ce que nous allions vivre à travers nos campagnes françaises. On a du mal à y croire. Est-ce qu'on est vraiment là ? Est-ce qu'on l'a vraiment fait ? Est-ce que c'est fini même ? Peut-être qu'après ces 2323 km de vélo, ces 6 régions traversées, ces 20 plus beaux villages de France découverts, vous pouvez comprendre, peut-être, ce que font ces 3 mecs qui sautent de joie comme s'ils avaient accompli un exploit. C'est vrai qu'on a vraiment pas l'air malin comme ça, mais je sais maintenant ce qu'on ressent quand on a accompli quelque chose dont on est fier.
j'ai la réponse, je sais maintenant jusqu'où je suis prêt à aller par amitié, mais est-ce que je peux encore aller plus loin ? En tout cas, très beau bronzage. Très très beau bronzage. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air- Qu'est-ce que tu dis? Tu as abandonné? C'est facile, putain. C'est trop facile. Admirer ce beau paysage. Bien sur le bas du dos là, oui. Voilà, voilà. De l'affûtage du fusil. Mais attendez. Une petite seconde. Qui a dit que c'était la fin ? C'est la fin de cette aventure, peut-être oui, mais ce n'est que le début des Moustachus en vadrouille.